Donc aujourd'hui, il faut recréer un véritable centre, mais pas celui de Macron, pas celui de Bayrou, pas celui de Lagarde, qui sont des putes à la République, Aujourd'hui, il faut créer un véritable mouvement qui soit en miroir d'En Marche, qui ne soit pas la contrefaçon d'un mouvement citoyen comme Macron nous l'a vendu, mais qui soit la véritable force du peuple. Christophe Chavançon, vous avez été, on va dire, très médiatisé sur les 4 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes. Donc ce mouvement pour tout le monde a démarré le 17 novembre 2018. Mais est-ce que vous étiez déjà impliqué un petit peu avant ce début? Alors déjà, bonjour à tous, bonjour Marc, merci de me solliciter pour cette interview. Après pratiquement 15 mois de combat et qui ont commencé notamment, oui, avec les Gilets jaunes. Alors, est-ce que j'étais impliqué avant le 17 novembre? Bien entendu, puisque je me suis engagé dans des mouvements pour protéger et défendre notamment le travailleur indépendant. Mais quand je parle du travailleur indépendant, j'implique dedans le paysan, j'implique l'artisan, j'implique le commerçant, qui sont pour moi les forces et le poumon d'oxygène de la ruralité. Donc depuis, je veux dire, mon engagement, il date d'une vingtaine d'années. Voilà. Alors avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est arrivé à un point culminant parce que lorsqu'on m'a sollicité à peu près, on va dire une dizaine de jours avant le 17, j'étais devant ma forge, j'étais en train de forger, et via les réseaux sociaux où je suis très actif, on m'a demandé si j'acceptais le fait de venir donner un coup de main à la structuration sur le Vaucluse. Donc j'ai mis très peu de temps pour dire oui, c'est quelques minutes, mais par contre après j'ai donné mes conditions, c'est-à-dire que je voulais m'engager, mais la vision a été de suite de structurer le département, du nord au sud, et à ce compte-là, je m'engageais. Donc on m'a laissé carte blanche, et en très peu de temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux, et première réunion, quelques jours après, où on s'est retrouvé pratiquement 500 personnes, salle des fêtes du Pontet. Et ça a été le démarrage de ce qui a été, pour moi, le fer de lance de la contestation en France, au niveau national, puisque le département du Vaucluse, à ce moment-là, au 17 novembre, était le département qui comptait, je crois, plus de 40 points de blocage, donc du nord au sud. On sait pertinemment la position géographique qu'a le Vaucluse, via les réseaux autoroutiers, c'est-à-dire desservir l'Espagne et l'Italie. Et avec les compagnons de ce moment-là, nous avions pratiquement verrouillé toutes les portes du département. Donc oui, engagé, parce que je ne supporte pas l'injustice, car pour moi, nous sommes arrivés à un point culminant de l'injustice sociale, fiscale, et surtout l'injustice du fait où pour moi le travail est une voie d'élévation, une voie d'accomplissement, une voie de développement, et lorsque la personne fait l'effort de travailler, il doit avoir un retour, une compensation qui est au moins celle de bien vivre. Et aujourd'hui, on a bon nombre de gens, de citoyens, de travailleurs qui font l'effort de se lever le matin, de passer des journées à bosser, toute une vie même, et qui aujourd'hui, pour certains, dorment dans des voitures et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc il y a vraiment un grave problème en France. Et c'est pour ça que je me suis levé
dès le départ, en faisant abstraction dès le départ des partis politiques et des syndicats. Voilà. Alors, le 17 novembre, au matin, pratiquement presque tous les grands ronds-points en France ont été pris de très bonne heure. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez, vous, le 17 novembre 2018, très tôt le matin? Oui, très tôt le matin, nous sommes passés à la boulangerie de mon village où notre ami Nicolas nous avait... parce qu'il faut savoir qu'il y a bon nombre d'artisans, de travailleurs indépendants qui ont participé dès le départ à ce mouvement de colère. Et notre ami Nico nous avait offert, je crois que c'était 300 croissants, 300 pains au chocolat mélangés. Et donc on a pris le camion avec mon compagnon de combat, Rodolphe, nos 2 enfants qui ont 17 ans, et très tôt nous sommes partis. Donc nous avons commencé à distribuer des pains au chocolat à Carpentras sur les ronds-points. Et puis le QG pour nous, le point fort, c'était le rond-point d'Avignon Nord, où là il y avait une masse importante, je veux dire tout au long de la journée. On s'est rendu compte de l'effet. Moi j'ai été surpris. Et donc j'ai passé, alors que je devais visiter, parce que je l'avais fait pendant 10 jours auparavant, via les assemblées citoyennes de Bolène jusqu'à Pertuis, pratiquement, je voulais passer sur tous les ronds-points, je l'avais promis. Mais malheureusement, vu le contexte et la puissance, j'ai été cantonné entre Avignon Nord, Réal-Panier et Avignon Sud. Voilà. J'ai été bloqué sur Avignon parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà. De suite, une médiatisation, puisqu'on vous voit, on va dire, dans les 4 premiers mois, à peu près jusqu'un petit peu avant les élections européennes, on vous voit sur différents plateaux de télévision. Comment on peut, de la lumière, je veux dire de l'ombre à la lumière, comment on le vécu? Je veux dire, comment on arrive à le vivre, à le gérer. Bah, pour moi, lorsque à la première réunion du Pontet, j'ai eu 500 personnes devant moi. J'avais fait dans le tissu associatif ou des petits discours ou dans des assemblées d'une centaine de personnes, des discours pour défendre l'artisanat ou une vision politique des fois, ou dans un tissu associatif pour défendre telle ou telle association. Là, au Pontet, 500 personnes, je me suis senti à l'aise parce que je n'étais pas là pour vendre du vin. Ma profonde conviction, pour moi, c'est de réunir les gens. Et là, j'avais des gens qui avaient répondu à notre appel, mais qui avaient répondu aussi aux vidéos que j'avais faites sur les réseaux. Si j'avais été dans l'erreur ou dans la fausseté, ces gens-là ne seraient pas venus. Donc c'est qu'il y avait résonance dans mes propos. Et donc j'ai continué mon discours, mais tout en expliquant que je n'étais pas un leader, que si une personne, une femme, un homme était beaucoup plus rassembleur que moi, je me mettrais à ses côtés pour défendre cette injustice multiple. Mais pour moi, c'était le moment de l'éveil. Le moment de l'éveil, c'était que les gens avaient pris conscience du mal-être de notre société et des différents cancers qui nous ont conduits, pour moi, à cet effondrement économique. Et pour moi, donc, à partir de ce moment au Pontet, j'ai défini et j'ai expliqué que la division servait les intérêts de l'oligarchie qui nous conduisait à cet effondrement. Donc la division, c'était les partis politiques et c'était aujourd'hui, à l'heure actuelle, des syndicats qui avaient été très forts par le passé, qui avaient su obtenir des avancées fortes à une époque, juste après-guerre, et puis qui là ne représentaient pratiquement plus personne, servaient les intérêts de cette oligarchie, et donc on est arrivé au point de rupture. Donc à partir de là, les gens ont suivi, m'ont accompagné. Je ne pensais pas
franchement, à cet instant-là, que 14 mois plus tard, nous serions encore dans cette révolte, parce que c'est une révolte qui vient de la base. 15 mois même. 15 mois. Moi, franchement, quand j'ai vu le samedi, le 17 novembre, qui était le jour de mon anniversaire en plus, puisque je suis né le 17 novembre, cette mobilisation générale, où ces gens m'ont fêté mon anniversaire, mais c'était le plus bel anniversaire que j'ai vécu, cette fraternité retrouvée, des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient là parce qu'ils étaient dans la même démarche de renverser cette injustice, d'alerter les soi-disant notre élite politique, qui, on le sentait bien, était déconnectée. On pensait que Macron allait changer la politique et avoir à ce moment-là des députés qui seraient représentants de nos territoires. On s'est rendu compte que c'était au bout le samedi, le dimanche, la manifestation a continué. Le lundi, le mardi, le mercredi, le président de la République je veux dire, on aurait eu quelqu'un avec une colonne vertébrale, quelqu'un qui sorte du territoire, qui ait déjà été élu, soit dans une mairie, dans un département ou dans une circonscription. Je veux dire, cette connexion au peuple, le président de la République aurait dû intervenir de suite. Dire, oula, il se passe quelque chose, on est passé à côté, donc il faut parler au peuple. Il a mis d'ailleurs plus d'1 mois et demi, je crois, avant d'intervenir. Et chaque fois, il a tapé à côté. Il est intervenu 3 fois au début. Chaque fois, il a manqué la cible. Chaque fois, il ne parlait pas, je l'ai dit sur les plateaux, comme l'incarnation du père de la nation, que son statut de président de la République impose. Parce que le président de la Ve République, c'est le père de la nation. Donc, je l'ai dit sur des plateaux, il ne l'a pas incarné. Est-ce que le fait de ne pas être père lui-même, et là j'ai eu une volée dans les brancards sur les plateaux, mais je pense que oui, parce que quand on est père, on a une métamorphose qui se passe dans chaque homme. Quand tu deviens père, il y a une prise de conscience où tu as la responsabilité à partir de ce moment-là de la famille. Et le père de la nation, pour moi, il a la responsabilité de la nation et du peuple. Il n'a jamais su l'incarner. Et encore 15 mois après, il tape toujours à côté de la plaque. Mais le fait-il par absence ou par raison? Aujourd'hui, 15 mois après, je suis persuadé qu'il le fait par raison. Parce qu'il veut nous conduire, il est dans un schéma, parce que ma réflexion a mûri depuis, parce que 15 mois de bataille, de conflit, je veux dire, ça fait mûrir les esprits. Il y a beaucoup de rencontres qui se sont passées pendant ces 15 mois, me concernant. Donc la rencontre avec le Premier ministre, avec 7 autres compagnons, la rencontre avec le vice-premier ministre italien, qui est venu nous rencontrer à Montargis, du mouvement 5 étoiles. Donc, c'est des gens de pouvoir qui, lui, en venant en plus nous rencontrer, nous a amené une reconnaissance, une stature. Beaucoup de gilets jaunes ne l'ont pas compris, mais à ce moment-là, si les citoyens qui étaient en révolte avaient réussi ce que je proposais, à concevoir une force politique émanant de ce mouvement, mais aujourd'hui nous n'en serions pas là, parce que déjà aux européennes on aurait fait très mal, et puis aujourd'hui on serait en capacité d'avoir une véritable force politique d'opposition. Aujourd'hui Macron, la seule force politique d'opposition qu'il a, entre guillemets, c'est le RN, un peu la France insoumise, mais qui ne sont pas le miroir de ce que l'on pouvait trouver autour d'un rond-point. Autour d'un rond-point, on avait la beauté de la nation, on avait la beauté des gens qui pensaient à droite, à gauche, des gens qui n'allaient plus voter, qui étaient dans le rejet,
mais qui avaient réussi à s'unir pour porter un projet et surtout un mécontentement et demander à cette élite de les écouter et de les comprendre. Parce qu'il y avait ce que je disais sur les plateaux, où la politique que l'on doit mettre en place à partir d'aujourd'hui, de demain, c'est la reconnexion de l'humain. On doit créer un nouveau pacte avec les Français. C'est la même chose qu'avait fait De Gaulle après la guerre, où la nation était détruite, laminée. Et avec le Conseil national de la résistance, le général De Gaulle a écrit un pacte avec la nation, un pacte avec le peuple. Aujourd'hui, on en est arrivé là. On doit réécrire un pacte avec les Français, et le peuple. Et surtout, savoir si nous voulons continuer dans la destruction de la nation. Et la destruction de la nation, ça veut dire aussi tout le tissu industriel, économique, sociétal. Et là, on le voit très bien avec le mouvement des Gilets jaunes a continué avec le problème des retraites. Et ça ne s'arrêtera plus. Et je le disais sur les plateaux, le spectre des Gilets jaunes, aujourd'hui, tout pouvoir politique, quel qu'il soit, le maire d'une commune, un conseiller départemental, un député, il va avoir ce spectre au-dessus de lui, ce révélateur qui va aujourd'hui faire émerger les mensonges, parce qu'on nous a menti pendant un demi-siècle. On nous a menti, on nous a floué, on nous a volé notre citoyenneté. Et ça, aujourd'hui, ça ne peut plus, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a eu un avant 17 novembre, et aujourd'hui, nous sommes dans une période très trouble, très mouvementée, mais on ne pourra plus revenir à l'époque du 16 novembre 2018. C'est terminé. Et ça, il faut que les hommes politiques, enfin les femmes aussi, parce qu'il y a des femmes, mais cette élite qui est aujourd'hui déconnectée, parce qu'il faut savoir, bon nombre de citoyens maintenant sont conscients, c'est que notre élite aujourd'hui n'est faite que par des hauts fonctionnaires. C'est là le cancer, c'est que ces gens-là aujourd'hui ne sont plus là pour servir le citoyen et servir la nation, mais ils sont là avant tout pour se servir. Et leur folie est tellement grande dans l'attrait de l'appropriation du pouvoir et de gagner de l'argent, qu'ils en arrivent aujourd'hui à dilapider, à dépecer la nation, à la vendre par morceaux au profit de la mondialisation, parce que ce sont des apatrides pour la plupart, des gens qui n'ont pas cette notion, comme l'ont 99% des gilets jaunes. Ce sont des gens qui vivent dans un rayon de 50 km, qui sont enracinés à leur territoire. Ces gens-là ne sont pas enracinés à leur territoire. Ils peuvent prendre un avion pour aller vivre demain à New York, à Bangkok, où ils veulent. Ça, c'est des gens qui n'ont plus dans l'esprit la nation. Pour eux, la planète, c'est un village. Alors que le gilet jaune, non. Le gilet jaune, il vit, il naît, il vit et il meurt généralement sur le territoire où il a grandi, où il partage avec d'autres. C'est les valeurs. Nous ne sommes pas des Manuel Valls, nous. Nous ne sommes pas des oliviers que l'on peut transplanter, arracher, faire de la politique à Paris et dans 2 mois faire de la politique en Espagne. Non, nous sommes des gens engagés, nous sommes des chênes. Le chêne, on ne peut pas le déraciner. Le chêne, il naît, le gland est posé, il prend racine, si on l'arrache, il meurt. C'est ça le gilet jaune. Ce sont des gens qui sont enracinés. Et aujourd'hui, ils prennent conscience de quoi, les gilets jaunes? Que cette Europe, qui est là aujourd'hui, est en train de détruire
pour servir les intérêts de ces gens, ces apatrides, ces hauts fonctionnaires qui gagnent des sommes qui sont même devenues, pour moi c'est honteux de les afficher, c'est 400, 500 000 euros, alors que ces gens-là votent des lois ou imposent de faire voter des lois, parce qu'on n'est même plus en démocratie, parce qu'ils imposent à des députés qui sont maintenant plus que ce sont des marionnettes, hein, de voter 5 euros de diminution d'APL. 5 euros pour des gens, les gens ils sont là à compter les pièces jaunes. Et ces gens-là, qui sont complètement déconnectés de nos territoires, c'est ce que je disais sur les plateaux, car nous, pour aller dans un hôpital, il faut que nous fassions 45 km, 50 km. On n'a pas le RER, on n'a pas le métro, on n'a pas le taxi qui, en claquant des doigts, va nous amener de temps, 3 mouvements, nous faire soigner. Nous, on a besoin d'un certain pouvoir d'achat pour pouvoir, si ce n'est pas nous épanouir, si ce n'est pas vivre, mais survivre. Voilà, c'est ça qui est important. Et je pense que là, les Gilets jaunes ont fait émerger cette conscience collective. Alors pourquoi on m'a retiré des plateaux après? Pourquoi on m'a effacé des plateaux? Parce que dans mes propos, je faisais peur. Parce que déjà, il n'y a personne qui m'éteignait. Sur un plateau, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a fait fermer ma gueule. J'étais, oui, ils m'ont annoncé comme le franc-parler. Oui, parce que moi, je parle avec des mots, même si au début, sur certains plateaux, ils me demandaient de commencer à apprendre quelques éléments de langage. Je dis, moi, le langage que je parle, d'en haut au sommet jusqu'en bas, tout le monde me comprend. Avec mon accent, mais tout le monde me comprend. Voilà. Je ne demande pas à voir bleu si ce que j'observe est rouge. Voilà. Je ne sais pas le faire. C'est pour ça que je suis un mauvais politique. Mais par contre, je sais défendre les intérêts. Parce que j'ai la force, la vaillance, et là, je faisais peur. Voilà. Et donc, à partir du moment où les Gilets jaunes, c'était des gens qui n'étaient pas structurés, ils ne représentaient aucune force, ils n'avaient pas de vision politique. On s'en est amusé comme des marionnettes, puisqu'on faisait le bug. Ça a fait tourner pendant 6 mois. Tout le monde était devant sa télé à savoir ce qui se passait. Donc on filmait les mecs qui prenaient 2 coups de matraque, le pastis sur le rond-point, tout ça. Mais à partir du moment où on a dit qu'on devenait une force politique, ce que je portais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, politiquement, on était incapable de nous répondre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut construire une force politique. Puisqu'on est capable on peut la représenter. Il suffit simplement de la mettre en harmonie et de la construire. Et donc, là, vous avez fait peur à certains Gilets jaunes. Bien sûr. Et là, ils ont voulu vous écarter. Oui, pourquoi? Parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des gens qui, en plus des Gilets jaunes, étaient encartés politiquement. Donc il y avait des gens qui étaient RN, il y avait des gens qui étaient France Insoumise, et puis il y avait des syndicalistes aussi. Donc à partir du moment où j'ai dit, on fait abstraction de tous ces partis qui nous ont conduits à l'échec, puisqu'aucun n'a pu, au bout de 3-4 mois, s'accaparer le mouvement. Et là, moi j'ai une vision, c'est-à-dire, puisque je ne suis pas encarté politiquement, je n'ai jamais été syndiqué, je dis créons une force politique avec les assemblées citoyennes. C'est-à-dire que nous allons écouter, comme sur les ronds-points, nous allons écouter les gens qui sont d'extrême gauche, nous allons écouter les gens qui sont d'extrême droite, qui ont ces idées-là, d'accord? Et on va essayer de se mettre autour de la table et de créer un mouvement fraternel comme on l'avait sur les ronds-points. Puisqu'on avait ciblé un objectif. Quand tu as un objectif, tu arrêtes de tourner en rond. Tu te mets en marche pour aller l'attraper. Là, en divisant et en me faisant passer pour la bête noire, parce que j'ai fait peur, eh bien on s'est remis à tourner autour des ronds-points. On a commencé à faire des manifestations dans les centres-villes, chose que je disais, je me suis fâché avec la dernière réunion que j'ai assistée.
quand les gilets jaunes, un peu les pseudo-leaders, ont dit on rentre dans Avignon. Mais c'était une aberration. Pourquoi? Parce qu'en rentrant dans Avignon, c'est pas le pouvoir politique qu'on allait blesser ou mettre en difficulté, c'était les commerçants. Alors déjà que ces gens-là avaient pendant 2 mois, 3 mois, 3 mois subi un petit peu les restrictions qu'on leur avait imposées, par les blocages de ronds-points, les problèmes d'approvisionnement, oui. Noël, tout ça. Et après on dit on va dans Avignon. Non mais c'est une aberration. Et puis dans Avignon, quand vous avez 40 points de blocage, pour venir taper sur les 40 points de blocage, il faut une armée. Par contre, vous venez dans Avignon, dans une souricière, là, je veux dire, les gens qui sont en face de vous, ils sont préparés à ça. Les CRS sont préparés à ce genre d'action. Et puis, c'est là qu'on a commencé vraiment à dénombrer les blessés, à partir de LBD et compagnie. Voilà, parce que sur les ronds-points, on était en campagne. En campagne, les gilets jaunes, ils ont un peu plus de savoir-faire. Par contre, quand on rentre en ville, c'est différent. Et puis, quand vous allez en ville, vous appelez d'autres... Parce que la France, elle est faite de quoi? Elle est faite de villes, de gens, des citadins, puis après vous avez la banlieue, puis après vous avez la France, vraiment la périphérie, le troisième cercle. C'est là que les gilets jaunes se sont levés. Pendant 2-3 mois, on a combattu chez nous, dans les campagnes, dans les ronds-points. Puis après, on est rentré à Paris. J'ai assisté à plusieurs actes. Je veux dire, c'était à la limite de la... J'ai assisté à l'acte 2. On se serait cru dans une guerre civile, quoi. Hein, c'était... Et on n'a pas su se métamorphoser. Alors c'est sûr que c'était compliqué de se métamorphoser quand vous avez des gens qui pensent à gauche, d'autres qui pensent à droite, de les mettre tous autour d'une même table. Mais c'est ça, mais on va y arriver. Parce que c'est cette faculté que nous devons avoir à nous rassembler dans l'intérêt général que nous vaincrons. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique a une force que nous n'avons pas, c'est le pouvoir policier et les armes, soi-disant non létales, mais eux les utilisent. Et nous, on est encore là, à manifester, avec nos banderoles. Donc moi, je préfère pas y aller. Je le dis, je préfère pas y aller. Nous en avons parlé tout à l'heure, je le dis à l'antenne, je préfère pas y aller parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'avais une capacité politique à structurer un mouvement. Si je dois aller dans ce genre de conflit, je laisse alors on va dire la veste de l'opposant politique et je deviens un individualiste. Et là, l'individualiste, il peut aller très loin. Je pense que je serais en prison aujourd'hui. Donc je préfère pas, parce que j'ai une mission qui est de construire ce gros mouvement politique qui ne sera pas pyramidal, qui n'est pas pyramidal, puisque nous avons créé aujourd'hui une plateforme qui réunit plusieurs mouvements qui se sont créés, qui sont issus du mouvement des Gilets jaunes, ou peut-être un peu avant. Aujourd'hui, il y a 8-9 mouvements, plus des individualités qui nous rejoignent. C'est cette plateforme Réconciliation que nous avons créée pour les élections municipales. Moi, j'ai créé avec des compagnons le mouvement Évolution citoyenne, qui était présent aux Européennes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur le territoire national, il y a des centaines de listes qui partent sans être marquées par un parti. Et ça, ces initiatives-là, elles ne sont pas venues comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est que les gens se sont rendus compte, le mouvement des Gilets jaunes a été un révélateur du dysfonctionnement de l'État, du dysfonctionnement de notre élite politique, et dont les gens ont décidé
de prendre leur citoyenneté en main et de dire merde, on a voté pour des professionnels de la politique, des professionnels qui nous ont conduits à l'échec, mais pourquoi nous, simples citoyens, nous ne nous engagerions pas sur nos communes et autres. Et puis, c'est en train de faire boule de neige, et je suis persuadé que aux prochaines législatives, il va y avoir quelque chose de très beau qui va se créer, de très fort. Et lorsque je le disais il y a 1 an, qu'il nous fallait créer une force politique en miroir d'En Marche. C'est-à-dire une force politique qui soit au centre de l'échiquier, qui prenne en considération les idéaux de la gauche, mais aussi ceux de la droite. Les idéaux de la gauche, c'est l'humain, c'est le bien-être au travail, c'est la valorisation. On va dire la droite, pour simplifier, c'est l'économie, c'est la nation, c'est l'entreprise. Mais je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, il faut recréer un véritable centre, mais pas celui de Macron, pas celui de Bayrou, pas celui de Lagarde, qui sont des putes à la République, Aujourd'hui, il faut créer un véritable mouvement qui soit en miroir d'En Marche, qui ne soit pas la contrefaçon d'un mouvement citoyen comme Macron nous l'a vendu, mais qui soit la véritable force du peuple. Et on ne pourra unir le peuple qu'en partant du centre. C'est pas un extrême qui va faire revenir l'autre extrême à lui. On est au centre, et un centre, il doit être fixe, indéboulonnable. Il ne doit pas être un parasite de quoi que ce soit, comme Lagarde et Bayrou, qui sont des putes, qui vont où le vent les amène. Non, on doit être un centre fort et amener à la réflexion. Alors, il y aura toujours des extrêmes, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'idéologie, mais il y en a beaucoup qui ont rejoint ces extrêmes parce que au centre, il y a eu la trahison. Et des gens qui ne vont plus voter, parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Donc aujourd'hui, on doit créer cette force politique en portant une politique de la raison. Voilà. Si je vous donne 1 minute pour conclure, Oui. qu'est-ce que vous voudriez faire passer pour que les gens reviennent aux urnes? Il faut, aujourd'hui, il y a un début de conscience qui s'est créé, il y a des débuts de mouvements citoyens qui sont là, il y a une base, Réconciliation est en train d'unir tous ces petits groupes qui sont plus régionaux. Moi, je les invite à venir voir la charte d'engagement de Réconciliation sur son site, sur sa page Facebook. Et croyez-moi, le jour où les gens vont prendre en considération et croire à nouveau en la politique est un mot noble. La politique est là pour servir l'intérêt général et pas se servir. Donc, le jour où les gens se réaccapareront leur citoyenneté et croiront à nouveau dans des femmes et des hommes qui sont là pour les servir, et c'est ces mouvements citoyens qui sont là, naissants et qui vont se développer pour servir l'intérêt général, croyez-moi, dans mon entourage, on me dit très très vaillant, très rapide, mais je suis persuadé que d'ici, Macron ne pourra pas finir son mandat. Donc, il faut se préparer. Parce que dans tout conflit, même armé, quel qu'il soit, et ça je le dis aux citoyens, quel qu'il soit, aujourd'hui on ne peut pas compter sur notre élite politique. Donc, ils vont dégager, c'est une obligation, c'est une raison. Mais nous devons nous préparer à être autour de la table des négociations. Parce qu'après le conflit, obligatoirement, il y aura des négociations. Alors, soit nous les laissons à M. Martinez, ou à d'autres qui ne représentent rien du tout, ou alors nous sommes capables, nous, de nous unir et de porter une politique de la raison et d'être autour de la table et donner la direction voulue par le peuple. Monsieur Chalençon, je vous remercie. Merci à vous.